L'odeur des baumettes, c'est un mélange breveté. Javel, pisse froide et le désespoir moisi qui suinte des murs. Assis sur mon lit, je regarde le flash info sur la petite télé du couloir. BFM TV, la chaîne des gens qui pensent pas que le monde est simple. Le bandeau défile, vaste opération de police à la Castellane. Un coup dur porté au trafic de drogue. Ils montrent une Kalachnikov posée sur une bâche bleue, comme un trophée de chasse. Je la reconnais. C'est moi qui l'ai remise, enveloppée dans un vieux drap, à l'inspecteur divisionnaire la semaine dernière. Un geste de bonne volonté, un accord de non-agression, comme on dit dans le jargon. Vous, devant votre écran, vous applaudissez. Vous vous sentez en sécurité. Un fusil de guerre en moins dans les rues, une victoire pour la République. Mais vous n'avez rien compris. Ce n'est pas une descente de police, c'est un inventaire. De temps en temps, le patron envoie ses auditeurs en uniforme pour vérifier le stock, faire une mise à jour comptable et licencier les employés non performants. Le fusil qu'ils exhibent, c'est une simple ligne dans un bilan. Un passif qu'on a décidé de liquider pour optimiser les futurs rendements. La vérité, elle n'est pas sur BFM. Elle est ici, dans cette cellule qui pue, et je suis le seul à pouvoir vous la raconter. Ils appellent ça la guerre contre la drogue. C'est mignon. En réalité, c'est une gestion de marché, une régulation. Nous sommes des franchisés, et l'État est le franchiseur qui s'assure que la concurrence reste saine et que personne ne prend trop de parts de marché sans son autorisation. Les flics de la BAC ne sont pas des soldats du bien, ce sont des consultants en restructuration. Ils viennent, ils cassent quelques portes, ils prennent le matériel obsolète et ils repartent. Le lendemain, le business reprend, plus efficace, plus rentable. Le système ne veut pas nous éradiquer, il veut nous contrôler. C'est plus profitable. Mon père, lui, il a cru à la France du mérite. Un maçon algérien, fier, qui se levait à 5 heures du matin pour construire les villas des riches sur la corniche. Un jour, la BAC a saisi sa camionnette, son outil de travail, pour un contrôle au faciès qui a mal tourné. Pour la récupérer, il a dû glisser un dédommagement exorbitant à un inspecteur. Ça nous a mis sur la paille. J'ai vu cet homme, mon héros, se briser. J'ai compris ce jour-là que le travail honnête était une arnaque pour les pauvres. Le seul jeu qui vaille la peine de être joué est celui dont l'État fixe les règles truquées. J'ai juré de le maîtriser. Alors, j'ai commencé à charbonner. Pas comme les autres, les petits qui crient « Hara » et qui finissent avec une balle dans la tête pour une dette de 200 €. Moi, j'avais les chiffres, je suis devenu l'ombre. Le comptable. J'ai optimisé les flux. J'ai transformé le bordel ambiant d'une four en une machine bien huilée. Gestion des stocks de shit, logistique des livraisons de coke, paie des mchouf, provision pour les risques judiciaires. Je parlais leur langue. Retour sur investissement, analyse de risque, acquisition de nouveaux marchés. J était le directeur financier d'une start-up qui ne connaîtrait jamais la crise. Le respect est venu vite, l'argent aussi. J'ai sorti ma mère de la tour G de la Castellane, de l'odeur de pisse et de merguez cramée dans les couloirs. Je lui ai loué un petit pavillon tranquille à l'Estac avec un jardinet. Quand je la voyais arroser ses géraniums, loin du bruit des scooters et des sirènes, je me disais que j'avais gagné. J'avais hacké le système qui avait broyé mon père. J était devenu un acteur essentiel, un cadre supérieur de l'économie souterraine. Quelle illusion. Je N n'était qu'un employé du mois dans une multinationale bien plus vaste et bien plus cruelle que je ne l'imaginais. La télé vous ment. Les journaux vous mentent. Ils vous montrent des gamins en survêtement Lacoste et ils vous disent que c'est ça, le grand banditisme. C'est une façade, un écran de fumée pour vous cacher les vrais visages. Les vrais patrons ne portent pas de survêtements. Ils portent des costumes en lin et boivent du Château Simone en discutant de l'évolution du prix du mètre carré. Ils ne vivent pas dans les cités, ils vivent dans des hôtels particuliers du Rouca Blanc. Vous croyez savoir, mais vous ne savez rien. Restez avec moi, je vais vous montrer les coulisses. Mon patron direct, on l'appelait le golem. Une montagne de muscles et de paranoïa, le genre de type qui pouvait vous arracher un œil pour un regard de travers. Dans la cité, son nom était une prière et une malédiction. Tout le monde le craignait, y compris moi. Il incarnait la force brute, l'autorité visible du réseau. Il était le PDG, je n'étais que son DAF. C'est ce que je croyais, jusqu'à cette fameuse réunion, qui a fait basculer ma perception du monde et de ma place insignifiante à l'intérieur de celui-ci. Une leçon de pouvoir qui ne s'apprend dans aucune école de commerce. Le rendez-vous N n'était pas dans une cave sordide ou un parking souterrain. C était au Petit Nice, un restaurant 3 étoiles Michelin sur la corniche. Le voiturier a garé notre Mercedes blindée sans sourciller. À l'intérieur, l'air conditionné,
le silence feutré, le cliquetis discret de l'argenterie. Le golem, dans son costume trop serré, transpirait. Il était mal à l'aise, comme un pitbull dans un salon de thé. Moi, j'observais. J'enregistrais chaque détail. C'est mon métier, après tout. Analyser les bilans, même ceux qui ne sont pas écrits sur du papier. À une table discrète, avec vue sur la Méditerranée scintillante, un homme nous attendait. La cinquantaine élégante, bronzage de plaisancier, costume en lin beige. C était le promoteur, un élu influent du conseil d'urbanisme de la ville. On le voyait dans la Provence, inaugurant des crèches ou serrant la main du maire. Il sirotait un verre de vin blanc, l'air détendu. Il n'a même pas levé les yeux quand le golem, la terreur des quartiers nord, s'est assis en face de lui, presque respectueusement. Le rapport de force était visible, palpable, humiliant. Le promoteur a commencé à parler, d'une voix douce, posée. Il n'a pas parlé de drogue, de territoire ou d'argent. Il a parlé de nuisances sonores. Il a expliqué que les récents règlements de compte, un peu trop spectaculaires, faisaient fuir les investisseurs et affectaient négativement la valeur des biens immobiliers dans les arrondissements adjacents. Il a utilisé ces mots exacts. Il parlait de nos fusillades comme un syndic de copropriété se plaindrait de fêtes nocturnes. Le golem, qui d'habitude hurlait pour moins que ça, hochait la tête. Il était rouge, il suait. Ce jour-là, j'ai compris. J'ai compris la véritable structure du pouvoir. Le golem nain n'était pas le patron. Il était un chef de chantier, un contremaître. Le vrai patron, C, était cet homme en lin qui pouvait détruire notre monde d'un simple coup de fil à un préfet. Non pas par morale, mais par pur calcul économique. J'ai réalisé que le son le plus terrifiant à Marseille-N n'était pas la rafale d'une Kalachnikov dans un parking, mais le bruit d'une fourchette en argent touchant délicatement une assiette en porcelaine dans un restaurant 3 étoiles. C était le son du véritable pouvoir. L'argent sale du grand four à N était que la matière première. Le promoteur était l'industriel qui le raffinait. On collectait le cash, des millions en petites coupures. Cet argent était ensuite injecté dans des sociétés de BTP sous-traitantes via des sociétés écrans. Ces entreprises remportaient alors les appels d'offres publics pour les grands projets de rénovation urbaine qu'il supervisait lui-même. C était un circuit parfait. L'argent du crime servait à construire la ville légale et, au passage, à remplir les poches de ceux qui étaient censés la protéger. La boucle était géniale. Avec notre cash, les entreprises du bâtiment pouvaient payer la main-d'œuvre au noir, acheter des matériaux sans facture et ainsi proposer des devises imbattables. Elles gagnaient les marchés publics, transformant notre argent liquide en bénéfices propres et légaux. En retour, le promoteur recevait sa part via des sociétés conseils bidons ou des investissements offshore. C était plus qu'une alliance. C était une symbiose. Le crime de rue finançait le crime en col blanc, et le crime en col blanc offrait sa protection politique et policière. Les descentes de la BAC, comme celles que je voyais à la télé, prenaient alors tout leur sens. Le promoteur utilisait son influence pour orienter les opérations de police. Il ne s'agissait jamais d'arrêter le trafic, mais de l'orienter. On ciblait les réseaux concurrents, ceux qui n'étaient pas dans le système, ceux qui faisaient trop de bruit. On nettoyait les zones juste avant qu'elles ne soient rénovées et que leur valeur immobilière explose. Chaque mort dans une cité était une ligne de plus sur un bilan financier, célébré comme une victoire de l'ordre par des médias complices ou stupides. Je pensais être un loup, un prédateur intelligent qui avait appris les règles de la jungle pour survivre. J était un chien de berger, un chien bien dressé qui maintenait le troupeau dans l'enclos, s'assurant que la production de laine et de viande se déroule sans accroc pour le propriétaire du domaine. Mon intelligence, ma capacité à optimiser les profits, tout cela ne servait qu'à rendre le système plus efficace pour les vrais maîtres. Mon pavillon pour ma marraine n'était pas une victoire. CK était une niche confortable que le maître m'accordait tant que je restais obéissant. Vous devez comprendre que cette ville est un écosystème. Chaque élément a sa place. Les petits dealers, les guetteurs, les tueurs à gages, ce sont les insectes, le bas de la chaîne alimentaire. Les chefs de réseau comme le golem sont les prédateurs de taille moyenne. Et puis, tout en haut, il y a les super prédateurs comme le promoteur, ceux qui ne chassent pas mais qui gèrent la réserve naturelle. Ils décident qui a le droit de vivre, de prospérer ou de mourir, en fonction de l'équilibre global du marché. La morale n'a rien à voir là-dedans. C'est du business. Cette révélation a tout changé. Mon sentiment de puissance s'est évaporé, remplacé par une nausée froide. Je continuais à faire mon travail, à compter les liasses, à planifier les livraisons,
mais le cœur n'y était plus. Je voyais les ficelles, je voyais les marionnettes et les marionnettistes. Chaque billet qui passait entre mes mains était taché, non seulement du sang des rues, mais aussi de l'hypocrisie des salons bourgeois. L'odeur du fricnin était plus celle du succès, mais celle de ma propre servitude. J était devenu un simple rouage, conscient de sa place dans la machine à broyer. C'est là que tout a dérapé. L'ordre est tombé, non pas de la bouche du golem, mais d'un intermédiaire, un avocat au visage lisse qui travaillait pour le promoteur. L'ordre concernait un homme, un éducateur social nommé Karim, un type bien, un de ces héros silencieux qui croient encore qu'on peut sauver les gamins de la cité avec un ballon de foot et des ateliers de théâtre. Il venait de monter un centre culturel dans un local abandonné et ça commençait à marcher. Il sortait les jeunes du circuit, ce qui, en termes de business, signifiait une pénurie de main-d'œuvre. Le projet de Karim avait attiré l'attention d'une ONG parisienne. Des subventions, des articles dans la presse nationale. Cette ingérence extérieure, comme l'a appelé l'avocat, était un risque pour la stabilité des affaires. Bon. Le promoteur ne pouvait pas se permettre d'avoir des projecteurs braqués sur ses territoires, surtout pas des projecteurs qui montraient qu'une alternative était possible. L'existence même de Karim était une anomalie qui devait être corrigée. L'ordre était clair, il fallait le détruire, pas le tuer, était trop bruyant. Il fallait le salir, le discréditer, le transformer en ce qu'il combattait. On m'a chargé de l'opération. Moi, le comptable, le technicien. Ma mission, utiliser les fonds du réseau pour monter une opération de déstabilisation. Je devais payer une balance pour faire un signalement anonyme et surtout, je devais organiser le placement d'un stock de drogue et d'une arme dans les locaux de son centre culturel. Je devais transformer son havre de paix en une preuve de sa culpabilité. Je devais orchestrer la chute du seul homme qui offrait une porte de sortie à des gamins comme mon petit frère. Était la définition même de l'enfer. J'ai exécuté les ordres, froidement, méthodiquement, comme je l'aurais fait pour un plan d'investissement. J'ai débloqué les fonds, contacté les bonnes personnes. J'ai vu le sachet de cocaïne et le pistolet automatique être cachés dans le faux plafond du bureau de Karim, juste au-dessus des dessins d'enfants accrochés au mur. Chaque geste était une trahison. Chaque billet que je donnais à l'indic était le prix de mon âme. Le sentiment de puissance que j'avais autrefois ressenti en manipulant l'argent S était transformé en un dégoût absolu de moi-même. Le raid de la BAC a eu lieu 2 jours plus tard. Il savait exactement où chercher. Était chirurgical. Karim a été arrêté devant les enfants, menotté comme un vulgaire criminel. Les chaînes d'infos en continu ont tourné en boucle sur IL éducateur véreux, le halou dans la bergerie. Était parfait. Le promoteur avait non seulement éliminé une nuisance, mais il avait aussi renforcé le narratif officiel. Dans les cités, il n'y a pas d'innocents. Toute tentative d'amélioration est vouée à l'échec et corrompue. Il justifiait ainsi la nécessité de raser pour reconstruire, pour son profit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé mon petit frère dormir dans la chambre à côté. Il admirait Karim. Il allait au centre culturel tous les soirs après l'école. J'avais détruit son modèle, son espoir. Pour qui ? Pour un politicien en costume de lin et un mafieux illettré. J'avais vendu l'avenir de mon propre sang pour garantir les profits d'un système qui nous méprisait. Était le point de non-retour. La haine que je ressentais pour le système était désormais inférieure à la haine que je ressentais pour moi-même. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi je n'ai pas refusé ? Pourquoi je n'ai pas tout balancé ? Parce que vous regardez ça depuis votre canapé. Vous ne connaissez pas les règles. Refuser, était signer mon arrêt de mort et probablement celui de ma famille. Parler ? À qui ? À une police qui dîne avec le promoteur ? À une justice qui libère les puissants et condamne les misérables ? Il n'y avait pas d'issue. Le système est conçu pour qu'il n'y ait pas d'issue. On ne le combat pas. On essaie de survivre à l'intérieur. Mais ce jour-là, j'ai compris que même la survie avait un coût trop élevé. C'est là que j'ai décidé de partir, de tout plaquer. J'ai passé des semaines à préparer mon coup. J'ai utilisé mes compétences pour ce qui comptait vraiment, ma propre liberté. J'ai créé une faille dans ma propre comptabilité, un trou d'air financier. J'ai détourné une somme importante, assez pour disparaître et recommencer ailleurs, en Belgique ou plus loin. Pas une fortune, juste un ticket de sortie. J'ai méticuleusement effacé mes traces, créé de faux bilans. C'était le casse le plus important de ma vie. Et la cible. Était ma propre prison. Le plus dur a été de dire au revoir à ma mère. Je lui ai menti. Je lui ai dit que j'avais trouvé un super poste dans une boîte de logistique à Lille, une promotion. Elle était si fière.
Elle m'a fait mon plat préféré, un couscous royal. En la regardant, si heureuse dans son petit pavillon que je lui avais offert avec de l'argent sale, j'ai senti mon cœur se serrer. Ce havre de paix, cette illusion de normalité, était construit sur un marécage de violence et de corruption. En partant, je faisais peut-être s'écrouler tout l'édifice, mais je devais le faire, le jour du départ, gare Saint-Charles. L'odeur de la foule, du diesel et des croissants chauds, j'avais un sac à dos, un billet de TGV pour Bruxelles et un estomac noué par la peur et l'excitation. J'attendais sur le quai, essayant de paraître le plus normal possible. Je scrutais les visages, paranoïaques. Chaque regard me semblait suspect. J'y étais à quelques minutes de ma nouvelle vie. J'allais enfin devenir un inconnu, un homme sans histoire, loin de l'ombre que J s'était devenu. C était la dernière ligne droite. Alors qu'on annonçait l'arrivée de mon train, un jeune gamin rome s'est approché de moi, me tendant un paquet de mouchoirs. Un grand classique. J'ai secoué la tête, mais il a insisté, poussant le paquet dans ma main. Par réflexe, je l'ai pris. Il y avait quelque chose de dur à l'intérieur. Le gamin a disparu dans la foule aussi vite qu'il était apparu. J'ai ouvert le paquet de mouchoirs. À l'intérieur, il y avait un téléphone prépayé, un de ces modèles basiques. Il s'est mis à vibrer. J'ai compris que la partie N n'était pas terminée. J'ai décroché. La voix à l'autre bout du fil était calme, polie. Ce N n'était pas le golem, ni un de ses hommes de main. C était la voix de l'assistant du promoteur, celle de l'avocat au visage lisse. L'ombre, monsieur le promoteur s'inquiétait de votre départ soudain. Nous pensions que vous aviez oublié vos avantages sociaux. Il y a eu un silence, puis il a ajouté, avec une douceur terrifiante. Votre mère a beaucoup aimé les chocolats que nous lui avons fait livrer ce matin. On sait qu'elle est diabétique, alors on a choisi des chocolats sans sucre. Prenez soin de vous. La ligne a coupé. Mes jambes se sont dérobées. J'ai regardé de l'autre côté de la rue, en face de la gare. Une Peugeot 508 noire, discrète, était garée. À l'intérieur, 2 hommes en costume me regardaient fixement. Ils n'avaient pas besoin de bouger. Ils étaient de là. Ils savaient. Les chocolats sans sucre pour ma mère diabétique. Ce N n'était pas une menace. C était une démonstration. Un rappel des termes de mon contrat de travail. La laisse que je portais nain, n'était pas celle de la cité. Elle était invisible, bien plus longue, et tenue par des gens bien plus puissants. J'ai compris que je n'avais jamais été en train de m'échapper. On m'avait laissé courir un peu pour voir jusqu'où j'irais. C était un test, peut-être même une forme d'amusement pour eux. Ma fuite, mon plan ingénieux, tout ça n'était qu'un jeu d'enfants face à leur réseau de surveillance et d'influence. La prison des Baumettes est faite de barreaux et de béton. La vraie prison, celle dont on ne s'échappe jamais, est faite d'informations, de dettes et de menaces voilées. Elle n'a pas de mur, elle a la taille de la ville entière. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici. J'ai fait demi-tour. J'ai repris ma place dans le système. Quand la police est venue me chercher quelques mois plus tard pour une vieille affaire, je n'ai pas résisté. C était dans l'ordre des choses. Le golem est tombé aussi. Le promoteur avait besoin de faire le ménage, de présenter un bilan positif à ses électeurs avant les municipales. On était devenus des passifs comptables. Il fallait nous liquider. Je suis en prison, mais je suis vivant. C'est une forme de sursis. Une mise au placard en attendant la prochaine restructuration. La télé continue de vous raconter des histoires de gentils et de méchants, de flics courageux et de voyous sans foi ni loi. C'est une putain de série pour vous endormir. La réalité, c'est qu'il n'y a qu'un seul camp, celui du pouvoir et de l'argent. Tous les autres ne sont que des outils. Policiers, juges, dealers, politiciens locaux. Nous sommes tous des employés. Avec des niveaux de rémunération et des avantages différents. Mais au final, nous travaillons tous pour les mêmes actionnaires. Alors la prochaine fois que vous verrez un reportage sur une fusillade dans les quartiers nord, ne pensez pas à la guerre contre la drogue. Pensez à une OPA hostile. Pensez à une liquidation judiciaire. Pensez à un ajustement de marché. La prochaine fois que vous voterez pour un homme politique qui promet de nettoyer au Kärcher, demandez-vous qui fabrique le Kärcher, qui vend le détergent et qui possède le terrain une fois qu'il est au propre. La vérité est toujours une question de flux financier. Je vous raconte tout ça, non pas pour que vous ayez pitié de moi. Je ne suis pas une victime. Je suis un complice qui a voulu devenir actionnaire et qui a fini en prison. Je vous le raconte parce que je risque ma vie à chaque mot. Si ces murs pouvaient parler, ils seraient déjà démolis. Cette histoire, c'est mon seul héritage, la seule vérité que je peux léguer. C'est une cartouche dans un barillet que je pointe sur ma propre tempe, en espérant que le bruit de la détonation vous réveillera. À Marseille, il n'y a pas d'ex-dealer, il n'y a pas de rédemption. Il y a ceux qui charbonnent,
ceux qui tombent sous les balles des concurrents ou des flics, et ceux qu'on efface du bilan quand ils ne sont plus rentables. Moi, je ne suis plus rentable. Je suis en sursis. Une anomalie statistique dans un grand livre de comptes. J'attends simplement qu'il décide de clôturer définitivement mon dossier. J'attends le bilan final. Oubliez la carte postale. Oubliez le vieux port, le soleil qui tape sur les calanques et l'odeur de la bouillabaisse. La vraie odeur de Marseille, c'est un cocktail de sel, de poudre et de merde. Un mélange qui vous prend à la gorge dans les ruelles des quartiers nord. La télé vous vend une guerre. Des flics courageux contre des barbares en survêtement. C'est du théâtre, une super production pour vous rassurer avant le journal de 20h. La réalité, ce n'est pas une guerre, c'est un business plan. Sur BFM, ils montrent une Kalachnikov posée sur une bâche, le trophée d'une descente réussie à la Castellane. Je la reconnais. C'est moi qui l'ai filé à un inspecteur de la BAC la semaine dernière. Un geste commercial, un passif qu'on sort du bilan. Vous croyez voir la fin du trafic. Je vois une opération de maintenance. Le système N élimine pas ses filiales. Il les restructure. Il envoie ses consultants en uniforme pour optimiser les flux et mettre à jour l'inventaire. Mon nom, vous ne le connaissez pas et il n'a aucune importance. Je n'étais pas un caïd, pas un de ces mecs qui jouent les durs sur un scooter volé. Mon arme, ce n'était pas un flingue. C était une calculatrice. J était l'ombre, le comptable du réseau. Je gérais les flux, les salaires des choufs, les provisions pour les pertes judiciaires. Je transformais le chaos sanglant du four en un bilan financier impeccable. J était le directeur financier de l'entreprise la plus rentable de la ville. Alors, asseyez-vous bien. Oubliez les reportages, les discours des politiciens et les séries policières. Vous croyez connaître cette ville parce que vous y avez passé une semaine de vacances. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez vu que la vitrine. Je vais vous emmener dans l'arrière-boutique, là où le fric du shit construit les villas de luxe et finance les campagnes électorales. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui va vous faire voir Marseille d'un œil que vous ne pourrez plus jamais fermer. Mon père, c'était pas un voyou. Était un maçon, un Algérien fier qui croyait à la France du mérite. Il se levait à 5 heures pour construire les villas des riches sur la corniche. Un jour, la BAC a saisi sa camionnette, son seul outil. Un contrôle au faciès qui a mal tourné. Pour la récupérer, il a dû lâcher un dédommagement qui a vidé nos comptes. J'ai vu cet homme, mon héros, se briser. J'ai compris que le travail honnête était une arnaque pour les pauvres. Peu après, ma mère est tombée malade, le diabète. Rien d'extraordinaire. Mais sans la mutuelle que mon père ne pouvait plus payer, était une condamnation. L'hôpital public, des rendez-vous dans 6 mois, des files d'attente où l'on sentait la mort patienter avec nous. Elle, État, qui avait racketté mon père, nous laissait crever à petit feu. On n'était pas des citoyens, on était une case à cocher dans un formulaire, un dossier en bas de la pile, un passif pour la sécurité sociale. C'est là que le réseau est intervenu. Pas avec des flingues, mais avec une enveloppe. Le golem, qui n'était alors qu'un chef de secteur, a entendu parler de notre situation. Il a glissé 2000 € à mon père. Pour les médocs de la daronne, il a dit « Pas de pitié dans ses yeux, juste un calcul. Un investissement. » Il venait de recruter une famille entière. Le système nous avait abandonnés, le crime nous offrait un plan de sauvetage. Une assurance vie payée en loyauté. J'ai fait mon choix ce jour-là. La violence, était pour les imbéciles. Le vrai pouvoir, était pas dans le canon d'une calache, était dans le grand livre de comptes. J'ai commencé petit en faisant les comptes d'une nourrice. J'ai vu le fric rentrer, les flux, les marges. J'ai compris que était juste un autre business, mais avec des règles plus honnêtes que celles de l'État. Je n'allais pas être une victime. J'allais devenir le directeur financier de leur putain de système. En 6 mois, je suis passé de comptable à directeur des opérations. Le fric, ce N était plus des liasses, était des sacs de sport pleins de billets de 50. L'odeur de ce papier, un mélange d'encre, de sueur et de coke, était le parfum du succès. Les mecs du four, qui me prenaient pour un intello, baissaient les yeux. Ils avaient compris. La calache, c'est du passif. Le mec qui signe les chèques, c'est l'actif. J était devenu le principal actif du réseau. Le cerveau de la machine. Le pouvoir à ses accessoires. Mon premier jouet N était pas une voiture de luxe, mais un Glock 17, neuf, dans sa mallette. Je ne l'ai jamais utilisé, mais le simple poids du métal froid dans ma main était un contrat d'assurance. Puis est venu le TMAX 530 noir mat. Fendre le trafic sur l'autoroute du littoral, sentir le moteur vrombir sous moi, était ça,
la vraie liberté. Ce N n'était pas un scooter, C était un trône mobile. Je n'étais plus un piéton du système, j'en étais le cavalier. La télé vous ment en permanence. Un soir, j'ai emmené ma mère dans un restaurant de fruits de mer sur le vieux port. Un endroit où mon père n'aurait même pas osé regarder la carte. J'ai payé l'addition de 380 € en liquide, juste pour voir les yeux du serveur. Sur un écran au-dessus du bar, un expert parisien expliquait la barbarie des cités. Je le écoutais en dégustant une huître. Sa barbarie, c'était mon chiffre d'affaires. Son indignation, était la bande-son de ma réussite. Les fêtes, n'étaient pas dans des caves puantes. On louait des villas sur la côte bleue, avec piscine à débordement et vue sur la mer. L'air sentait le chlore, le shit hollandais et le parfum Dior des filles qui savaient où se trouvait le pouvoir. Le son du rap français se mêlait au bruit des bouchons de champagne. Je ne dansais pas. Je regardais, du haut de la terrasse. Je voyais mon armée, mes employés, célébrer les bénéfices que j'avais générés. J était le PDG à son séminaire d'entreprise. L'adrénaline la plus pure, CE était pas la violence, CE était la logistique. Organiser l'arrivée d'une cargaison depuis l'Espagne, coordonner les go fast, les nourrices, les points de livraison, tout ça sans un seul coup de fil tracé. C était une partie de échec à l'échelle de la ville, et les flics N étaient que des pions prévisibles. Quand les 200 kilos de cam étaient désécurisés dans les planques, le sentiment de puissance était total. J'avais plié la réalité à ma volonté. J était plus malin que l'État. Je suis devenu le roi de la Castellane. Pas un tyran, un monarque éclairé. Je marchais dans les allées, et le silence se faisait. Un signe de tête de ma part pouvait régler une dette, sauver une famille de l'expulsion ou signer un arrêt de mort. J'avais hacké le système qui avait broyé mon père. J était devenu l'État dans l'État. Vous devez comprendre que raconter ça aujourd'hui, c'est comme signer une confession. Chaque mot que je prononce est une balle de plus dans le chargeur de mes anciens partenaires. Le sommet de mon illusion, je l'ai atteint un soir, sur la terrasse du pavillon de ma mère à l'Estac. Le soleil se couchait sur la rade de Marseille. Elle arrosait ses géraniums, heureuse, en sécurité. J'avais gagné. J'avais transformé l'argent de la merde en tranquillité d'esprit. J était un alchimiste moderne, un cadre supérieur qui avait réussi une OPA hostile sur son propre destin. Je me sentais intouchable, un pur produit du mérite dans un monde qui n'en avait aucun. Quelle blague. J était juste un employé du mois sur le point de rencontrer le vrai conseil d'administration. La convocation est arrivée par un canal inhabituel. Pas un message crypté, mais un simple appel à le golem sur une ligne propre. Un déjeuner d'affaires. Le lieu n'était pas un parking souterrain ou un hangar désaffecté, mais le petit Nice, un 3 étoiles Michelin sur la corniche. Le golem, dans son costume Zilli trop serré, transpirait avant même d'entrer. Il sentait le piège, mais un piège qu'on ne pouvait refuser. C'était une convocation, pas une invitation. Je l'accompagnais en tant que son DAF. Mon rôle était d'analyser le bilan, même celui qui n'était pas écrit. Le voiturier a pris notre Mercedes blindée sans un regard. À l'intérieur, C était un autre monde. L'air conditionné vous glaçait les os. Un silence feutré N était brisé que par le cliquetis de l'argenterie. Ça sentait l'argent, le vrai, celui qui n'a pas besoin de crier. Le golem, la terreur des quartiers nord, ressemblait à un pitbull dans un salon de thé. Il était mal à l'aise. Sa force brute était inutile ici. Moi, j'observais. J'enregistrais chaque détail. C était mon job, décrypter les actifs et les passifs. À une table près de la baie vitrée, un homme nous attendait. La cinquantaine élégante, costume en lin beige, bronzage de celui qui passe ses week-ends sur un voilier. C était le promoteur, une figure de l'urbanisme local, un visage familier de la Provence. Il sirotait un verre de vin blanc, le regard perdu sur la Méditerranée. Il n'a même pas levé les yeux quand le golem s'est assis lourdement en face de lui. Le rapport de force était là, visible, humiliant. Il n'y avait pas de discussion, juste une audience. Le promoteur a commencé à parler d'une voix posée, presque douce. Pas un mot sur la cam, le territoire ou le fric. Il a parlé de nuisances sonores et de dépréciation des actifs immobiliers adjacents. Il a expliqué que les récents règlements de compte, un peu trop spectaculaires, faisaient de fuir les investisseurs. Il parlait de nos fusillades comme un syndic de copropriété se plaindrait de soirées trop bruyantes. C était surréaliste. Il gérait son portefeuille, nous n'étions qu'une ligne de risque à maîtriser dans son business plan. Et le golem, cet homme qui pouvait vous arracher un œil pour un regard de travers, il écoutait.
Il hochait la tête, le visage rouge, des perles de sueur coulant sur ses tempes. Il n'a pas dit un mot. Il était comme un gamin convoqué chez le proviseur. Toute son aura de caïd, toute la peur qu'il inspirait dans la cité, tout ça s'était évaporé sous le soleil de la corniche. Il n'était pas le patron, il était un simple chef de chantier qui venait prendre ses ordres. Ce jour-là, j'ai tout compris. J'ai vu la vraie structure du pouvoir, l'organigramme complet. Le golem N n'était qu'un manager intermédiaire. Le vrai PDG. C'était cet homme en lin qui pouvait détruire notre monde avec un simple coup de fil à un préfet, non par morale, mais par pur calcul économique. J'ai réalisé que le son le plus terrifiant à Marseille, N, n'était pas la rafale d'une Kalachnikov, mais le bruit délicat d'une fourchette en argent touchant une assiette en porcelaine. C était le son du véritable pouvoir. La télé vous montre des barbares, mais elle vous cache les banquiers. Mon intelligence, ma gestion optimisée, tout ça ne servait qu'à rendre le système plus rentable pour eux. J était un chien de berger efficace, qui maintenait le troupeau dans l'enclos pour que le propriétaire puisse tondre la laine en toute tranquillité. Mon pavillon pour ma mère, ma fierté, n'était pas une victoire. C était une niche confortable, une prime de rendement que le maître m'accordait tant que je restais un employé docile et performant. Le promoteur ne m'a pas montré un business. Il m'a ouvert le capot de la machine. Vous imaginez des valises de billets en Suisse, des comptes offshore aux Caïmans. C'est du cinéma pour les naïfs. La vraie blanchisserie, elle est locale, visible, elle a pignon sur rue et elle est parfois même subventionnée par vos impôts. Le fric du shit ne s'évapore pas, il se transforme. Il passe de l'état liquide, le cash, à l'état solide. Le béton des HLM rénovés et les bulletins de vote dans l'urne. Le premier cycle de lavage, c'est le BTP. Le cash du four, des centaines de milliers d'euros en petites coupures, est injecté comme fonds de roulement dans des petites entreprises du bâtiment. Ces boîtes, souvent gérées par un cousin ou un homme de paille, peuvent alors payer leurs ouvriers au black, acheter des matériaux sans facture. Elles cassent les prix sur les appels d'offres publics pour la rénovation des cités, des marchés pilotés par le promoteur. L'argent sale devient un bénéfice légal, taxé et propre. Le deuxième cycle, plus subtil, passe par les associations. Le promoteur, via sa casquette politique, distribue des subventions à des associations culturelles ou sportives bidons dans les quartiers. Ces structures, contrôlées par nos lieutenants, émettent des factures pour des services fictifs. Un tournoi de foot qui n'a jamais eu lieu, des ateliers de soutien scolaire fantômes. L'argent public est viré sur le compte de l'assaut, retiré en liquide par le président, et retourne dans le circuit. C'est un chef d'œuvre de détournement légal. Ensuite, il y a la gestion du capital humain, le cheptel électoral. Dans les cités, l'État est absent. C'est le réseau qui trouve une place en crèche, qui paye une facture d'électricité en retard, qui trouve un petit boulot au petit frère. Chaque service rendu est un investissement. En retour, le jour des élections, on fait passer la consigne. Le golem n'est pas qu'un chef de guerre. Il est le directeur des ressources humaines d'un réservoir de voix qui assure la réélection du promoteur. C'est une symbiose parfaite, un écosystème fermé. L'argent de la drogue finance les entreprises qui remportent les marchés du promoteur. Les bénéfices de ces marchés financent les associations qui achètent la paix sociale et garantissent les voix qui maintiennent le promoteur au pouvoir. Et le promoteur, en retour, utilise son influence pour orienter la police vers nos concurrents et s'assurer que ces marchés publics ne manquent jamais de financement. Chaque élément nourrit l'autre. La machine s'auto-alimente. La prochaine fois que vous verrez un politique inaugurer un city-stade flambant neuf dans une cité, demandez-vous d'où vient vraiment l'argent. Pendant qu'il coupe un ruban tricolore devant les caméras de France 3, un gamin de 15 ans risque sa vie au four pour générer le cash qui a payé les fondations. La presse applaudit, elle, élu visionnaire qui investit dans les quartiers, mais personne ne voit que c'est le quartier lui-même qui finance sa propre cage dorée. C'est du génie. Mon rôle, dans tout ça, J était l'ingénieur de la machine. Je n'étais pas un simple comptable du crime, J a été le gestionnaire de fonds d'une campagne électorale permanente. J'optimisais les flux pour m'assurer que chaque euro sale produisait le meilleur rendement, que ce soit en marge sur la coke ou en bulletin de vote. J'ai compris que la politique, à ce niveau, n'est pas une bataille d'idées. C'est une gestion de trésorerie, et J était le meilleur expert comptable de la ville. La machine a continué de tourner, mais le cœur n'y était plus. Puis l'ordre est tombé. Pas un hurlement du golem dans une cave, mais un appel sur une ligne sécurisée de l'avocat du promoteur. La voix était polie, chirurgicale. La cible, Karim, un éducateur social de la Castellane. Un type bien,
Un de ces héros anonymes qui croyait encore pouvoir sauver les gamins avec des ateliers de théâtre. Son centre culturel commençait à marcher. En termes de business, il créait une pénurie de main-d'œuvre à la base de notre pyramide. Il était un passif. Le problème de Karim, ce N, n'était pas son succès. Ce E était le bruit qu'il faisait. Une ONG parisienne avait commencé à le financer. Des articles sortirent dans la presse nationale. Pour le promoteur, cette ingérence extérieure était un risque systémique. Des projecteurs braqués sur ces territoires, C était comme un contrôle fiscal inopiné. Il fallait non seulement éteindre la lumière, mais aussi prouver qu'elle n'aurait jamais dû être allumée. L'existence même de Karim était une anomalie dans le bilan, une ligne de perte qu'il fallait justifier avant de la supprimer. On m'a confié la gestion de crise. Moi, l'expert comptable, le technicien. Ma mission était une opération de déstabilisation à budget contrôlé. Je devais débloquer les fonds pour recruter une A-balance, puis organiser le placement d'un stock d'actifs compromettant, 1 kilo de résine et un pistolet automatique dans les locaux de son association. Je devais transformer son havre de paix en une preuve de sa culpabilité. J était chargé de la restructuration hostile du seul espoir de la cité pour le compte du conseil d'administration. J'ai exécuté les ordres, froidement, méthodiquement. J'ai débloqué 15 800 € du fonds de roulement. J'ai vu mes hommes cacher le sachet de cam et l'arme dans le faux plafond de son bureau, juste au-dessus d'un mur couvert de dessins d'enfants. Chaque geste était une trahison. Chaque billet que je glissais à l'indique était le prix de mon âme. Le sentiment de puissance que j'avais autrefois ressenti en manipulant l'argent S était transformé en un dégoût absolu de moi-même. Je finançais la destruction de mon propre peuple. Le raid de la BAC a eu lieu 2 jours plus tard. Ils sont allés droit au but. CC était une intervention scénarisée. J'ai vu les images en boucle sur BFM. Karim, menotté devant les gamins en larmes, le visage marqué par l'incompréhension. Mon petit frère l'admirait. Il allait au centre culturel tous les soirs. J'avais détruit son modèle. J'avais assassiné son avenir pour garantir les profits d'un système qui nous méprisait. Ce jour-là, la haine que je ressentais pour le système est devenue inférieure à la haine que je ressentais pour moi-même. Les médias ont fait leur travail de charognard. Elle, éducateur véreux, le loup dans la bergerie, C était parfait. Le promoteur avait non seulement éliminé une nuisance, mais il avait aussi renforcé le narratif officiel. Dans les cités, il n'y a pas d'innocents, toute tentative d'amélioration est vouée à leur échec. Il justifiait ainsi la nécessité de raser pour reconstruire, pour son profit. Vous, devant votre écran, vous avez hoché la tête, conforté dans vos préjugés. Vous avez avalé le mensonge que j'avais fabriqué pour vous. Ce N était plus du business. C était un sacrifice de sang sur l'autel de l'immobilier. J'avais cru être un loup, un prédateur intelligent. J était le couteau. Le bras qui me tenait appartenait à des gens que je ne croiserais jamais. Des gens qui décidaient de la vie et de la mort entre un plat de poisson et un verre de vin blanc. Mon pouvoir N était qu'une illusion, ma richesse une laisse dorée. J était devenu la pièce la plus efficace de la machine à broyer et ma première victime, C, était l'avenir des miens. Après l'affaire Karim, l'argent du réseau avait l'odeur du vomi. Je ne pouvais plus le toucher. J'ai donc orchestré ma propre liquidation judiciaire. Pendant 1 mois, j'ai préparé ma sortie comme on prépare une introduction en bourse, mais à l'envers. J'ai créé une filiale fantôme dans ma comptabilité. J'y ai viré 212 800 €, un fonds de roulement pour ma nouvelle vie. Puis, une nuit, j'ai effacé toute trace de mon existence numérique. L'ombre s'est dissoute. J'ai quitté Marseille sans un regard en arrière, devenant un simple passager dans un bus de nuit qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Je me suis réinventé à Lyon, loin de la mer, loin du Mistral, loin des Calacs. Mon nouveau nom était aussi banal que ma nouvelle vie, chauffeur VTC. Fini les Mercedes blindées, bonjour la Dacia Logan et son sapin magique qui pue la vanille. Je transportais des cadres pressés et des étudiants ivres. Mon chiffre d'affaires quotidien dépassait rarement les 150 €. Pendant que le promoteur signait des contrats à plusieurs millions sur des nappes en lin, je nettoyais la gerbe d'un client sur ma banquette arrière pour un pourboire de 5 €. C'était ça, la paix. Une humiliation quotidienne payée au kilomètre. Mais la paix est un luxe que les comptables comme moi ne peuvent s'offrir. La paranoïa est devenue ma copilote. Chaque berline noire dans mon rétroviseur était une filature. Chaque client silencieux au téléphone était un indique. Chaque sirène au loin annonçait mon arrestation. Mes anciens réflexes de gestionnaire de risque s'appliquaient désormais à ma propre survie. Je ne gérais plus des flux de cam,
mais des flux de menaces potentielles. La télé vous montre la traque, mais elle ne vous montre jamais la prison mentale qui la précède, la cellule que l'on construit soi-même. Un soir, près de la gare de Perrache, un homme est monté. Costume impeccable, accent marseillais. Il ne m'a pas reconnu, mais mon sang s'est glacé. Il travaillait pour une société de conseil dont je savais qu'elle était une façade du promoteur. Pendant 20 minutes, je l'ai écouté parler au téléphone de l'optimisation des actifs immobiliers dans les quartiers nord. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J était sorti du bilan, mais le bilan, lui, continuait de tourner. J était un fantôme qui écoutait le rapport d'activité de l'enfer qu'il avait fui. Arrivé à sa destination, un hôtel de luxe, il m'a laissé un billet de 20 €. Gardez la monnaie, a-t-il dit. Ce soir-là, j'ai compris. Il n'y a pas d'évasion. On ne quitte pas le système. On change juste de service. J était passé du département des finances à celui des archives. Un dossier dormant qu'on pouvait réactiver à tout moment. Ma vie simple N n'était pas une liberté. C était un sursis, une mise à pied avant une radiation définitive. Je N était pas libre. J était juste devenu une note de bas de page dans leur grand livre de comptes. La routine lyonnaise était mon anesthésiant, le son monocorde du GPS, l'odeur chimique de vanille du désodorisant, les conversations vides des clients. Je N était plus l'ombre. J était un fantôme dans le trafic. Un soir, en nettoyant ma Dacia après mon service, j'ai trouvé une enveloppe Kraft glissée entre le siège passager et la console centrale. Pas de nom, rien. Mon cœur s'est mis à battre au rythme d'un go fast sur l'A7. La paranoïa N n'était plus une copilote, elle venait de prendre le volant. À l'intérieur, pas de menaces, pas de balles, juste une photo sur papier glacé. Ma mère, prise au téléobjectif, nette, parfaite. Elle arrosait ses géraniums dans son jardin, souriante. La photo datait de la veille, je reconnaissais la lumière. Dessous, un post-it. Une seule phrase, écrite d'une main élégante. Votre période d'essai se déroule bien. Le conseil d'administration souhaite discuter de votre titularisation. Ce n'était pas un avertissement. C était une convocation. La laisse n'avait jamais été coupée. Elle était juste extensible. J'ai regardé mon reflet dans la vitre. Le visage d'un homme qui avait cru pouvoir démissionner de l'enfer. Quelle naïveté. On ne quitte pas le système. On ne s'évade pas de cette prison sans mur. Ils n'avaient pas besoin de me traquer. Ils avaient juste à tirer sur la laisse. Et ma mère était au bout. Je n'étais pas un fugitif. J était un actif mis en sommeil. À Marseille, il n'y a pas d'ex-dealers. Juste des employés, des retraités et des liquidations. Mon sursis était terminé. Et